Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires aussi sur tout le territoire français avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission, vous le savez maintenant. Dans un instant, c'est le JT des territoires. Nous serons d'ailleurs dans cette partie-là avec le club de la presse en direct de Dunkerque avec le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit. Bonjour, vous êtes avec nous. On vous retrouve tout à l'heure. Il y aura également présent dans ce duplex et en direct des assises européennes de la transition énergétique depuis Dunkerque, Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, c'est l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Nous allons ensuite en deuxième partie d'émission, Territoire d'info, retrouver l'invité politique. Ce matin, c'est Christelle Dubos, c'est la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé qui sera notre invitée. Nous lui poserons des questions évidemment sur cette affaire des couches culottes pour bébés qui pose problème ce matin et qui est évidemment dans l'actualité, au centre de l'actualité. Enfin, la troisième partie d'émission avec l'actualité parlementaire. Voilà, tout de suite, c'est le JT des territoires. Dans un instant, à tout de suite. Pour commencer ce journal, nous allons prendre direction le nord de la France. Le Brexit inquiète les entreprises du Calaisis. D'ici le 29 mars, les conditions de départ du Royaume-Uni de l'Union européenne restent encore floues et de nouveaux contrôles douaniers et vétérinaires risquent de ralentir le trafic de marchandises des deux côtés de la Manche. La visite du Premier ministre il y a quelques jours dans la région n'a pas semblé rassurer ces entreprises. C'est un reportage de Caroline Fichten pour WEO TV dans le Nord, notre partenaire. Jérôme Pont tient 2 enseignes de vente de spiritueux dans le Calaisis. Les Anglais, c'est 30 à 40% de sa clientèle. Et en cas de Brexit dur, les quantités d'alcool que les Britanniques seraient autorisés à ramener outre-Manche seraient divisées par 20. Une perte importante de chiffre d'affaires donc pour ce patron qui emploie 15 salariés. Nous sommes une destination de shopping pour les Anglais, mais parce qu'il y a un différentiel de prix entre l'Angleterre et la France, mais que finalement la venue de ces Anglais profite aux transporteurs, les compagnies Eurotunnel, profite aux restaurateurs, profite aux hôteliers, profite à d'autres commerçants, et que si ça se passait mal, ça se passerait mal pour tout le monde. On va en direction. Jérôme Pont a participé à une réunion avec le Premier ministre qui était en visite à Calais. Une rencontre pour échanger, mais sans réponse à la clé. Cette visite, c'était aussi pour Édouard Philippe l'occasion de rencontrer les représentants du port et du tunnel qui auront à gérer les conséquences d'un Brexit dur. Chaque année, 4 millions de passagers transitent par les 2 sites. Calais, c'est le point par lequel le maximum de marchandises et le maximum de passagers franchissent le détroit et rejoignent l'Angleterre ou rejoignent la France. C'est donc évidemment un des nœuds de ce Brexit. Ce n'est pas le seul. Il y a aussi beaucoup d'autres endroits. Il y a les aéroports. Il y a d'autres ports, mais c'est probablement là où le trafic est le plus intense. Et donc c'est évidemment un des points sur lequel il faut porter un effort particulier. Le gouvernement a mis en œuvre son plan Brexit dur. 5 ordonnances vont être publiées dans les prochaines semaines pour sécuriser certaines situations juridiques. Ce plan, c'est aussi 50 millions d'euros pour créer dans les ports et les aéroports les installations indispensables à la fluidité des trafics. Ça n'est pas commun. Un député porte plainte contre Orange. Il y a 2 mois, le petit village de Corbès, dans le Gard, a été touché par la foudre. Depuis, de nombreux habitants n'ont plus de ligne téléphonique fixe. Le député de la 5e circonscription du Gard, Olivier Gaillard, a donc décidé de porter plainte pour service dégradé ou absence totale de ligne. Si rien ne bouge, rapidement sur le terrain, il est prêt à aller encore plus loin et notamment à tenter une action au niveau national. Regardez le reportage de Charles Arrigoni pour Via Occitanie, notre partenaire. Un truc de fou, on se bute, on ne comprend pas. Il y a 2 mois, le petit village de Corbès, au-dessus d'Andus, dans le Gard, a été touché par la foudre. Depuis, Jean-Louis et certains de ses voisins n'ont plus de ligne téléphonique fixe. 0 interlocuteur. Des courriers, tous les jours des rencontres avec les sous-traitants, avec Orange aussi, des coups de téléphone à Orange, mais alors là, c'est si bien que même quand on va sur le site, c'est bloqué. Et le pire, c'est qu'ils nous appellent sur la ligne. Elle est en dérangement. Donc ça ne peut pas marcher. En Cévennes, plus de 500 réclamations ont été enregistrées en 1 an et demi par le député de la 5e circonscription du Gard. Il a décidé de porter plainte contre Orange pour service dégradé ou absence totale de ligne.
J'attends simplement qu'il respecte ses obligations de service universel. Le service universel, c'est la téléphonie fixe pour tous, sur n'importe quel territoire. Et aujourd'hui, ce principe-là n'étant plus respecté, mais Orange, il faut le mettre devant leurs responsabilités. Pour Thierry Alignan, délégué régional d'Orange, le problème ne serait que d'origine climatique. Nous avons eu la zone du Gard qui a été 4 fois plus impactée par la foudre en 2018 qu'en 2017. Et le Gard a représenté 40% des impacts de foudre par rapport à l'Occitanie. La foudre a un impact dévastateur sur nos réseaux cuivre et également l'humidité a un impact sur l'oxydation de nos câbles qui crée des pannes dans le temps. Des manquements d'Orange qui, selon le député, pourraient avoir des conséquences graves comme le dysfonctionnement de téléalarmes utilisés pour les personnes âgées. On se rend dans les Caraïbes maintenant, elles sont de retour. Les sargasses, ces algues toxiques, reviennent en masse dans le sud de la Martinique. Les répercussions se font déjà sentir sur les commerces et des échouages massifs sont redoutés. Les images prises par satellite annoncent de bien plus grandes quantités à venir dans les prochains jours. Leur arrivée semble inévitable et Johan Boulard pour ATV Martinique nous dit pourquoi. Sur le tourisme. Des montagnes d'algues brunes à hauteur d'homme et de nouvelles vagues de sargasses qui s'amoncellent sur le rivage. Ça sent un petit peu, surtout en arrivant ici. Ces touristes canadiens ne veulent pas bouder leur plaisir, mais difficile de contempler plus longtemps les charmes de l'Anse-Michel. On est obligé de sacrifier une petite partie de notre temps. Donc on ne peut pas rester un peu plus longtemps si on a envie d'admirer le paysage. Bien plus problématique sur les hauteurs du Cap Chevalier, les remontées d'hydrogène sulfuré. Cécile craint de ne pouvoir supporter une nouvelle invasion. Si tu venu, eh bien, mon Dieu m'a passé. Soit il vient aller, mon côté, moi, c'est cimetière aller. Parfois, on sent comme si on a des palpitations, des essoufflements. C'est insupportable cette odeur. Ici, en bordure de mer, ce restaurant ne vendra rien aujourd'hui. Beaucoup de dégâts matériels et aussi, voilà, ça fait fuir la clientèle, surtout pour la restauration. Donc, mes chers élus, ce serait bien que vous fassiez quelque chose. Merci. Ce matin, au Cap, les sargasses sont peu nombreuses, mais la tendance pourrait bien s'inverser. En effet, selon ce spécialiste, le pire reste à venir. Il y a sur l'océan Atlantique, océan Atlantique pris dans sa globalité, en tout cas à l'est de la Martinique, il y a quand même des nappes et des radeaux de sargasses qui sont vraiment présents en grande quantité, relativement éparses, et donc qui vont arriver régulièrement, c'est-à-dire que dans les jours et dans les semaines à venir, on aura régulièrement des échouages. En fait, la seule solution pour que la Martinique échappe à ces échouages, c'est qu'il y ait un changement courantologique radical, mais comme pour l'instant il n'est pas prévu, en tout cas il ne s'annonce pas, et il faut véritablement prendre notre mal en patience. Le préfet a d'ores et déjà demandé aux maires des communes les plus touchées d'activer le plan communal sargasse. Objectif, ramasser l'algue brune dans les 48 heures suivant son arrivée. Voilà, suite de ce JT des territoires. Dans un instant, c'est les unes de la presse quotidienne régionale. Tout à l'heure, l'invité politique de Territoire d'Info en direct sur ce plateau, c'est Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé et des Solidarités, qui sera notre invitée. Tout de suite, on passe aux unes de la presse quotidienne régionale, dans un instant. On démarre Saveria, bonjour, avec la une de Vaucluse Matin. C'est Emmanuel Macron qui choisit la Drôme pour la poursuite du débat national. Bonjour, Emmanuel Macron annoncé à Valence demain dans le cadre du grand débat national. Le président prévoit un déjeuner avec les présidents d'associations des maires et des maires ruraux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le président de la région, Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron, qui se rendra ensuite à Bourg-de-Péage, la ville de son ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Le Drômois l'accompagnera dans son déplacement. Il y aura moins d'interlocuteurs pour le président que lors des 2 premiers précédents déplacements, explique Sébastien Lecornu, un des coordinateurs de ce grand débat national. Et puis blanc comme neige, elle est arrivée, elle est à la une de la Voix du Nord ce matin. La neige est là et avec elle les habituelles perturbations. Ce matin, les intempéries se déplacent vers l'est. 22 départements de la région Hauts-de-France au Var ont activé le plan grand froid, ce qui ouvre de nouvelles places pour l'hébergement des sans-abri. Les Hauts-de-France, Lyon, la Côte d'Or, la Seine-et-Marne ont suspendu la circulation des transports scolaires aujourd'hui, tout comme certains secteurs montagneux comme les Pyrénées-Orientales où de fortes chutes de neige sont à prévoir. Ils en veulent cher. À la une de la Dépêche du Midi, c'est les Chinois
qui veulent vendre Toulouse-Blagnac, l'aéroport. C'est une information de la Dépêche du Midi. Le consortium chinois qui avait acquis 49,9% des parts de l'aéroport en 2014, eh bien, ils cherchent à se désengager. Les Chinois de Casil mettent en vente leur participation dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Ils en veulent 500 millions d'euros. Le 3e aéroport de province avec 9 600 000 passagers l'année dernière est au cœur donc des tensions entre les Chinois et l'État français. La politique de distribution de dividendes n'est pas suffisante aux yeux des Chinois. Tout le monde en parlait hier soir au vœu d'Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est 10 ans après Klaus, c'est la région qui relève la tête, Saveria. Le 23 janvier 2009, la tempête Klaus ravageait le sud de la région, faisant plus d'1,5 milliard d'euros de dégâts. Aujourd'hui, la région relève la tête. Dans les Landes, les sylviculteurs ont réussi peu à peu à se remettre des ravages de la tempête. Reportage notamment à Rion-des-Landes, une commune qui est nichée au cœur de la forêt. Elle avait été justement une des plus touchées par cette tempête. Et puis c'est triste, on termine avec un destin tragique à la une de Presse Océan, celui d'Emiliano Sala. Voilà, disparu hier. Le destin d'Emiliano Sala, son avion s'est abîmé en mer lundi soir. Le buteur nantais se rendait vers son nouveau club de Cardiff en Angleterre. Après avoir embarqué dans l'avion, Emiliano Sala a envoyé un message vocal sur WhatsApp à plusieurs de ses amis, dont son père. Un message qui glace le sang. Je suis dans l'avion, on dirait qu'il est sur le point de tomber en morceaux, je vais décoller pour Cardiff. Si dans 1h30 vous n'avez pas de mes nouvelles, je ne sais pas s'ils vont envoyer quelqu'un me chercher parce qu'ils ne vont pas me trouver. Il termine, qu'est-ce que j'ai peur. La police de Guernesey a interrompu les recherches hier soir, elle devrait reprendre ce matin à l'aube. Voilà. Triste nouvelle. Merci Saveria. On vous retrouve en troisième partie de l'émission pour l'actualité parlementaire. Dans un instant, c'est le Club de la Presse. On va se retrouver en direct de Calais dans un instant. Voilà, nous aurons à présent une page spéciale dans ce Club de la Presse aux Assises européennes de la transition énergétique. Nous allons nous rendre, elles se tiennent depuis 20 ans à Dunkerque, dans le nord de la France. Et le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, est avec nous en direct. Bonjour monsieur le maire, pendant 3 jours, votre ville est au centre des débats. Et le but de ces assises, c'est d'aider à transformer nos futurs modes de vie. C'est en liaison avec notre partenaire de WEO et Jean-Michel Laubry que vous avez organisé ces assises. Oui, tout à fait. Cela fait exactement 20 ans que les assises européennes de la transition énergétique ont lieu ici à Dunkerque, mais maintenant avec nos partenaires de Bordeaux et du Grand Genève, ce qui donne cette dimension européenne. C'est né il y a 20 ans avec une conviction simple, c'est que la problématique de l'énergie allait émerger dans les grands enjeux nationaux et que les collectivités locales allaient y jouer un enjeu important, allaient être un acteur essentiel de cette transition énergétique. Eh bien, le résultat est effectivement là aujourd'hui et ces assises sont devenues le rendez-vous incontournable des acteurs de la transition énergétique et même bien au-delà, c'est aussi devenu un enjeu de sensibilisation de la population. Patrice Vergrit, vous êtes maire de Dunkerque. Cette transition énergétique, elle passe d'abord et avant tout par les territoires, les citoyens. Oui, tout à fait. Je pense que dans une démocratie, on ne fait pas la transition énergétique ou même n'importe quelle politique publique contre la population ou sans la population. Et donc, sans une sensibilisation forte de la population, on ne peut pas avancer sur ces questions-là. Alors, ici à Dunkerque, vous êtes sur le territoire qui est, au regard de sa labellisation, celui qui est le plus en avant en matière de transition énergétique. Vous connaissez bien entendu le transport public gratuit qu'on a initié depuis septembre. C'est l'un des exemples qui montre comment on peut sensibiliser une population à ces problématiques de changement de comportement pour finalement sauver le climat et permettre d'amélioration des enjeux environnementaux. Mais il y a aussi plein d'autres dispositifs de politique publique au niveau local qui permettent d'aller dans ce sens, d'améliorer la sensibilisation de la population en ayant des résultats concrets. Alors en tant que maire et président de la communauté urbaine, vous avez reçu Anne Hidalgo qui est venue regarder aussi pour Paris si les choses étaient adaptables. C'est ça? Elle est repartie contente, Anne Hidalgo, avec des idées? Oui, elle est venue au mois de novembre regarder notre dispositif de transport public gratuit. Elle est repartie avec des idées, en tout cas avec une conviction, c'est que le transport public gratuit pouvait profondément changer les choses sur un territoire. Est-ce que c'est adaptable sur Paris? Les enjeux sont différents et j'ai envie de dire, elle regardera ça avec son regard de maire de Paris et sa connaissance. En tout cas, sur le territoire dunkerquois, c'est une vraie réussite, à la fois en termes de fréquentation et à la fois dans le retour que peuvent avoir les Dunkerquois sur la convivialité urbaine et le progrès social que ça représente. Patrice Vergrit,
Vergret, vous êtes maire de Dunkerque. Vous êtes inquiet à propos du Brexit, puisqu'il n'y a pas de solution trouvée avec l'Angleterre. Oui, c'est bien entendu une inquiétude parce que la compétitivité de nos ports est en jeu. Nous pouvons perdre des parts de marché par rapport aux ports du Pays-Bas ou du Benelux d'une manière générale. Et parce que aussi ça peut réduire les importations et les exportations en direction du Royaume-Uni. Tout ça, évidemment, c'est des pertes de parts de marché pour les ports de la Côte d'Opale et donc des pertes d'emplois. Donc il y a des inquiétudes, mais il y aura aussi sans doute des opportunités qu'il faudra saisir. J'ai envie de dire que les acteurs de la Côte d'Opale aujourd'hui se mobilisent pour pouvoir aussi saisir les opportunités de ce Brexit, mais c'est vrai que c'est forcément aujourd'hui encore une source d'inquiétude. Merci beaucoup Patrice Vergrit, vous êtes le maire de Dunkerque, le président de la communauté urbaine, et vous êtes à ces 20e assises européennes de la transition énergétique, co-organisées avec Bordeaux et le Grand Genève. Bonne journée à vous et travaillez bien pour nous tous. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, nous serons d'ailleurs en direct avec Arnaud Leroy, le président de l'ADEME. C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui sera également en duplex de ces assises européennes de la transition énergétique co-organisées avec WEO TV, notre partenaire dans le Nord. Et c'est Jean-Michel Laubry qui anime les débats pendant ces journées. Thierry Dupont, avant qu'on se rende à nouveau à Dunkerque, on va parler de Saint-Briac. De l'autre côté, là, plus à l'ouest, en Ille-et-Vilaine. Et alors on va passer d'un président de l'ADEME, Arnaud Leroy, qu'on aura dans un instant, à un autre ancien président de l'ADEME qui est maire de Saint-Brieuc maintenant, Saint-Briac, qui s'appelle Vincent Demby-Wix. Alors à Saint-Briac, il se passe des choses, il se passe un débat national organisé par le maire, avant tout le monde, j'allais dire, à minuit 10, j'ai noté. Minuit 10, il était inscrit. Ouais, il était inscrit et ça a démarré et l'Express nous compte les premières heures de ce débat. Oui, c'était il y avait beaucoup de volontarisme de la part de Vincent Demby-Wix, le maire de Saint-Briac. Saint-Briac, c'est peu d'habitants, hein. C'est peu d'habitants. C'est une jolie station balnéaire à côté de Dinard, donc sur la côte d'Émeraude, en Ille-et-Vilaine. Et il a été volontaire pour... alors, est-ce que c'est son passé d'ancien président de l'ADEME où on a l'habitude de mener des débats qui l'a poussé? En tout cas, ils étaient volontaires. Donc, dès le 17 janvier, ils ont organisé la première des réunions. Ils ont prévu 200 personnes, quand même. Ouais. Ils ont prévu 5 réunions, 4 sur les thèmes choisis par le gouvernement, et puis une 5e qu'ils appellent hors cadre, qui permettra d'aborder les sujets que les citoyens auraient envie d'aborder. 200 personnes. Alors, pas tout à fait aussi représentatif que... Quand vous écrivez même peu ou pas de gilets jaunes. Peu de gilets jaunes. C'est une commune à la population assez, je dirais, CSP+, on va dire. Donc beaucoup de retraités et de gens et de cadres et de cadres. Donc peu de gilets jaunes, en tout cas, si on considère que les gilets jaunes portent des revendications des classes populaires et des ouvriers, des employés. Mais en tout cas, un vrai succès parce que tout le monde semblait content des presque 3 heures de discussion. Atterrissage concret de tout ça. Ça, c'est la grande incertitude, la grande inquiétude pour beaucoup. Qu'est-ce que le gouvernement va pouvoir retenir de tout ça? En tout cas, la parole a été assez libre. Il y avait une charte de bonne conduite édictée par le maire. Il disait vraiment, chacun doit s'écouter, surtout en cas de désaccord majeur. J'ai lu aussi que le maire ne se mêlait pas des débats. Il était l'animateur. Il était là en monsieur loyal. Je trouve que c'est pour pas prendre de risques pour de futures municipales que les maires vont faire ça. Non, mais c'est aussi assez intelligent de sa part de montrer que c'est surtout la parole. Il faut surtout pas. C'est un peu le problème de ce qui s'est passé avec les one-man show d'Emmanuel Macron à Grand-Borderoult et à Souillac. C'est qu'on l'a vu, et le public, c'était des maires. Or, est-ce que c'est la parole des maires seulement qu'on veut entendre? Non, c'est la parole des citoyens avant tout qu'on veut entendre. Donc je trouve que finalement, la position de M. Loyal qu'a adopté le maire de Saint-Briac est plutôt bienvenue. J'ai pas lu qu'on pouvait retrouver sur le site internet de la ville de Saint-Briac ces débats. Comment les maires vont arriver à faire ce suivi? Parce qu'une fois qu'il y a eu un débat, il peut y avoir beaucoup de frustration. S'il n'y a pas de suivi, non? C'est ça le problème. C'est dans le papier d'ailleurs. Oui, mais les maires ne veulent pas, ils l'ont dit, ils ne veulent pas, ils ne sont pas responsables de ce grand débat. Ils ne sont pas, donc ils veulent bien, pour certains,
pour beaucoup, ils veulent bien participer et rendre possible la prise de parole par les citoyens. Après, ils ne veulent pas être tenus pour responsables des suites de ce grand débat. Donc, on vient sur ce papier Saint-Briac. Oui, c'est un excellent reportage de Michel Feltin. De Michel Feltin. On peut le retrouver d'ailleurs sur le site de l'Express. Merci, à tout à l'heure. On vous retrouve en deuxième partie de l'émission pour nous parler des rapports entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Et puis de cette question à la une de l'Express, est-ce que Emmanuel Macron peut changer ? Merci, à tout à l'heure. Bonjour Arnaud Leroy. Arnaud Leroy, vous êtes le patron, le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous êtes en duplex et en direct de Dunkerque. Vous êtes à Dunkerque pour ces assises de l'énergie, au fond, enfin, les assises européennes de la transition énergétique, elles s'appellent très exactement. Première question, Arnaud Leroy, vous êtes le patron d'une grande agence gouvernementale, l'ADEME, Agence Environnement Maîtrise de l'énergie. Qu'est-ce que c'est l'ADEME au fond ? Expliquez-nous. Bonjour, écoutez, l'ADEME essaie de participer au débat public sur la transition énergétique et écologique. Je pense qu'il faut aussi avoir une focale un peu plus large. Et du coup, l'ADEME devient de plus en plus un peu une agence des transitions, donc s'occupant des transitions aussi dans l'alimentation, la question de la mobilité, dont on a vu l'importance, notamment pour l'émergence du mouvement des Gilets jaunes dont vous parliez juste auparavant. Donc c'est un établissement public qui s'occupe de cette transition énergétique et écologique sur l'ensemble du territoire, dans les Outre-mer, aussi en partenariat avec ses homologues européennes, pour faire avancer ce défi qui est devant nous, qui s'appelle la transition énergétique et écologique. Est-ce que vous êtes plus important qu'un ministre de l'Environnement ? Vous étiez avec François de Rugy, qui était à ses assises hier. Non, je ne suis pas plus important. Moi, je suis sous tutelle du ministère de l'Environnement et de la Recherche. Donc, les rôles sont bien clairs. C'est pas du tout, on est en lien, on travaille, on est le bras armé du ministère justement pour mettre en œuvre les politiques publiques, discuter, travailler aussi avec les collectivités locales. Donc, on est en partenariat assez fort avec l'ensemble des régions, des métropoles, de certains EPCI, parfois même des pays, pour faire justement avancer, proposer de l'expertise, des solutions, du financement pour ce sujet de la transition écologique. Alors justement, à ces assises, que s'est-il décidé avec François de Rugy hier ? Arnaud Leroy, vous êtes le patron de l'ADEME. Écoutez, décider, je pourrais peut-être pas parler comme ça, mais en tout cas, le ministre a été assez clair sur sa volonté de dialogue, notamment par rapport à la taxe carbone. Donc une volonté de partenariat, de discussion avec les associations d'élus, pour justement voir un petit peu comment on pouvait discuter du retour sur les territoires de cette contribution énergie-climat dite taxe carbone, pour qu'on puisse financer, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est un sujet aussi de financement, cette transition écologique et énergétique. On parle de 50 à 80 milliards par an nécessaires en France pour pouvoir coller à l'ambition française pour l'accord de Paris. Donc voilà, c'est un peu un élément important que je retiens du discours du ministre, qui a brossé aussi des perspectives, et surtout sur l'envie du gouvernement de continuer de garder un cap assez fort pour tenir ses engagements français en matière de changement climatique, notamment de transition énergétique, tout ça avec une donnée sociale et solidaire importante. Je pense que ça a été dit par Patrice Vergret juste avant moi. On arrivera à faire avancer la transition écologique et énergétique si elle est solidaire, juste et comprise par l'ensemble des citoyens et des Français et des Françaises, pour qu'on puisse vraiment travailler, faire émerger des solutions, expliquer que c'est pas du tout antinomique en termes de création d'emplois, qu'on ne perdra pas nécessairement en confort, mais il faut pouvoir dialoguer, construire, et c'est quelque chose qui nous engage, en tout cas à un point de butée qui s'appelle la neutralité carbone en 2050, et c'est un élément de rappel important hier dans le discours du ministre. Arnaud Leroy, est-ce que le gouvernement a reculé sur un certain nombre de points liés à l'environnement à cause de la crise des Gilets jaunes ? On se rappelle que cette crise a démarré notamment avec les revendications sur le prix des carburants. Est-ce que le gouvernement a donc reculé ? Non, le gouvernement n'a pas reculé. Je pense qu'il y a un élément important, c'est que là, on est vraiment dans la transition. Pendant très longtemps, ça a été un élément de discours politique. Là, vous êtes dans la transition depuis quelques années, donc on voit les difficultés et la marche et les marches qu'il faut gravir pour pouvoir réussir. Donc on a eu un premier débat assez branché aussi transition écologique sur l'état généraux de l'alimentation, ou une transition agricole qu'il faut organiser dans le pays. Donc voilà, vous bousculez des modèles établis depuis plusieurs décennies. Donc c'est normal qu'il y a un peu de temps, qu'il faut installer des choses, mais reculer, non, c'est pas le mot que j'emploierais. Par contre, ce que je souligne, et moi j'étais parlementaire dans la majorité précédente, on n'est plus dans le discours, on est dans l'action de la transition écologique, donc c'est un peu plus compliqué
compliqué lorsque vous passez du discours à l'action. Et c'est ce qui se passe actuellement. Arnaud Leroy, vous êtes un proche d'Emmanuel Macron, vous avez été porte-parole du candidat Macron pendant l'élection présidentielle. Est-ce que vous trouvez que le président a changé? Est-ce que le pouvoir l'a changé depuis qu'il est à l'Élysée? Est-ce que vous reconnaissez Emmanuel Macron que vous avez connu? Vous savez que beaucoup d'observateurs disent qu'il a changé. Écoutez, je pense que la responsabilité d'être président d'un pays comme la France, membre permanent du Conseil de sécurité, puis 5e puissance mondiale, donc c'est sûr que la fonction, le poste fait évoluer. Je pense que le poids des responsabilités vous fait regarder le monde et la France de manière totalement différente. Après, changer en son fort intérieur, je pense pas. Et moi, j'ai retrouvé le Emmanuel Macron de la campagne, des premiers temps aussi de nos rencontres, lors de ces discussions avec les maires, que ce soit à Souillac ou dans l'Eure, pour justement essayer de convaincre, comprendre et proposer des solutions, et surtout pas essayer de mégoter sur la réalité du chantier qui est devant nous. Merci beaucoup Arnaud Leroy de vous être levé tôt pour nous. Vous êtes aux Assises européennes de la transition énergétique. Merci beaucoup. Et vous êtes le patron de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous reviendrez évidemment dans notre émission. Et nous saluons nos compatriotes qui sont dans des pays étrangers, puisque nous sommes également diffusés sur TV5 Monde. Voilà, c'est Jean-Michel Aubry qui a animé ces Assises avec WEO. Il est le patron de WEO, c'est la télévision partenaire de notre émission, et c'était co-organisé avec Dunkerque, Bordeaux et le Grand Genève. Voilà, j'ai tout dit, on passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes et aussi de l'océan Indien. A tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, c'est Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé et des Solidarités, qui sera notre invitée politique dans Territoire d'Info. Tout de suite, on se rend avec le Zaplon de TV5 Monde à Caracas, au Venezuela, où, vous savez, il y a des manifestations et une grosse polémique entre le président Maduro et le vice-président américain Mike Pence. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires.